Les histoires se cachent derrière les vieux bâtiments. Derrière les murs, on entend le discours du passé. De même, le temps dévoile ses secrets au sein des palais historiques d'Alexandrie. Le palais de Ras At-Tin. Ce palais est le premier à être érigé par Mohammed Ali Pacha. Cette maison de repos se trouve au milieu d'une zone du littoral connue par ses plantations de figuiers, d'où le nom Ras At-Tin. Du palais, il ne reste plus que le portail de la partie est. Ce dernier renferme des colonnes de granit, de blasons, de couronnes royales, des versets coraniques, ainsi qu'un dicton selon lequel la justice est l'équilibre de la sécurité. Le seuil du portail est resté intact, entouré de 2 lions au milieu desquels se trouvent des piles de marbre. Ces derniers contiennent des sculptures d'oiseaux, de boucliers et de 2 aigles qui se regardent en face, autour du nom de Mohammed Ali. L'escalier de marbre des cérémonies officielles nous accueille par sa composition de barreaux de cuivre abondants pour nous mener à l'étage principal. Continuons donc dans cette ambiance de glamour royal pour nous rendre au pavillon principal. Ce dernier se distingue par ses colonnes romaines, ses gravures en or et ses lampes en cuivre, décorées par l'insigne de la royauté égyptienne. Sur le côté, le mur est mis en évidence par une grande toile d'huile représentant la chasse au lion. Cet endroit paraît comme étant une œuvre émergeant des contes des 1001 nuits. Avançons en direction de la salle gothique, construite sous le règne du Khedive Ismaïl. Ce style architectural est inspiré des églises médiévales européennes. Le style gothique se prononce à travers les arcs en relief et les formes cylindriques. À cela s'ajoutent les gravures faites de plâtre sur les murs et les plafonds. La salle gothique contient 2 salons pour recevoir les invités, liés par une porte interne et une terrasse. Nulle beauté n'est comparable aux toiles, mettant en valeur les traits de Marie-Madeleine. Quant à cette toile, elle représente la période de la persécution des chrétiens. Ce salon se distingue par sa toile de gobelins et par plusieurs statues de bronze, inspirées des mythes grecs. À présent, la salle du trône. Cette salle magnifique fut conçue sous le règne du roi Fouad afin de signer les traités, conclure les accords et prendre les décisions royales. C'est dans cette salle que les serments étaient prêtés. Cette salle est distinguée notamment par son caractère arabe et islamique, mis en évidence par les versets coraniques et les dictons dans chaque coin. Les regards sont saisis par ce lustre de style islamique dont la luminosité radiante met en valeur les gravures sans pareil. La beauté des murs et des plafonds est inédite. Les lustres pendent tout au long de notre trajectoire. Des vitres en plâtre sont éclairées. Chaque porte a 2 facettes. L'une externe, gravée, de style chrétien, donnant sur la salle gothique, et l'autre interne, de style islamique, allant de pair avec le style singulier de la salle du trône. La singularité du sol revient à la manière dont les différents genres de bois sont entremêlés, à savoir le chêne, le hêtre et l'ébène. Avançons donc vers la salle de marbre, fondée sous le règne du roi Fouad. Elle est conçue selon le style romain, ancien, reflété par ses colonnes en pierre et ses fresques murales
inspirée par la mythologie gréco-romaine représentant Médusa et Pégase, le cheval ailé. La salle de marbre demeure fameuse grâce à ses portes en fer contournant les deux piliers de la salle. La lettre initiale du prénom du roi y est gravée. Passons ensuite au bureau du roi pour y observer tout un panorama de gravures et une vue exceptionnelle de la terrasse donnant sur les jardins du palais. Il existe un nombre d'œuvres artisanales telles que la cheminée de marbre se trouvant au-dessous d'une horloge de cuivre sur laquelle Poséidon, dieu grec des mers, s'y trouve. C'est ici que le roi Fouad avait fondé la salle à manger principale qui se caractérise par une table en bois entourée de 24 chaises. La couronne royale orne la grande table. Cette salle est décorée par des peintures d'huile représentant des éléments de nature morte tels que des fruits, des aliments et des roses. Les cadres de ces peintures sont bien évidemment marqués par l'enseigne royale d'Égypte, en y ajoutant les lettres initiales du roi Fouad sur les 4 coins du plafond. Sous la coupole de la salle circulaire se répandent les échos des cérémonies de mariage et des festivités dansantes qui avaient pris lieu durant le règne du roi Fouad. Sauf qu'on est face à 2 coupoles, l'une d'elles externe, visible de l'extérieur, et la seconde interne, fabriquée de plomb. Contemplons à présent tout un véritable panorama de toiles d'huile, représentant les exploits du règne de Mohammed Ali, tels que la création de la première armée officielle d'Égypte jusqu'à la plus puissante des flottes maritimes. À cela s'ajoute la révolution de l'agriculture, de l'irrigation, ainsi que les premières bourses accordées aux étudiants égyptiens vers l'Europe. Un lustre géant se trouve au milieu de la coupole, ainsi que des merveilles artisanales de cuivre ornées par des cristaux. Quant au sol fabuleux, il est fabriqué de bois incrusté de coquillages. Une beauté splendide. Allons vers le pavillon du roi avec ses 3 portes, donnant toutes sur le corridor principal du palais. Il est formé d'un cabinet, à l'intérieur duquel se trouve un bureau, le fauteuil royal et un monogramme. Dans le coin se trouve la cheminée de marbre blanc. Les 4 coins de la pièce sont surmontés de petits dômes, desquels pendent de petites unités d'éclairage. C'est ici que le roi dormait. Plus loin se trouve la salle de bain royale, un espace caractérisé par le sol en marbre et en albâtre rare, ainsi que la mosaïque et des compartiments argentés dont le but était de stériliser et de chauffer les vêtements. Notre tour nous emmène ensuite vers le pavillon de la reine, divisé en 3 sections. Un salon rare avec une cheminée fabriquée en marbre, le plus rare des marbres. Cette cheminée est surmontée d'une horloge de bronze et un sublime groupement de lampes ainsi qu'un lustre en cuivre. Les peintures des murs représentent des images de la campagne européenne. Passons à présent à la chambre à coucher de la reine, où rien n'a changé, comme avant la Révolution de 52. La salle comporte aussi un canapé et 2 chaises de style Louis XV, dont les coussins sont gavés de plumes d'autruche.
Au centre de la pièce se trouve une table magique, ouvrable pour jouer au bridge et à la roulette. La salle de bain de la reine se caractérise par son style chinois et par un coin dédié à la préparation avant et après le bain, une œuvre d'art à la hauteur de la beauté de la reine. Quant à ce salon, il porte bien son nom, le salon du drapeau. C'est ici que se manifeste le drapeau du royaume égyptien. Un certain nombre d'instruments de musique se trouvent sous les plafonds dont la peinture est inspirée de la mythologie grecque. Ces plafonds détiennent des gravures de plâtre doré. Quant aux murs, ils ne communiquent la grandeur de la femme égyptienne qui donne naissance à un nouveau-né qu'elle offre à l'Égypte. Une partie du salon du drapeau est actuellement utilisée comme salle de conférence de presse durant les visites officielles des rois et des présidents. Passons donc à la salle à manger. Cette salle est uniquement réservée à la reine et à ses amis. Le plafond est ovale et éclairé. À cela s'ajoute une des plus belles cheminées du palais au plein milieu d'un panorama sublime de gravures et de pièces antiques. C'est au-delà de ces murailles grandioses que le Khedive Ismaïl abdiqua en 1879. De même, le roi Farouk fut contraint de signer le document de concession du trône. C'est à partir de ce port que le monarque égyptien quittait la patrie le 26 juillet 1952 sur le navire d'El Mahrousa vers son exil. Ainsi, le palais de Ras el-Tin témoigna de l'avènement du règne de la famille de Mohammed Ali et de sa fin. Le palais de Ras el-Tin, le joyau de la Méditerranée.